Merci d'être venu. Mais il fait moins froid ce soir que les soirs précédents. Donc, bien, donc on m'a dit qu'il fallait que je me présente. Bon, il se trouve que je suis très vieux. Et donc j'ai une vieille expérience professionnelle. J'ai commencé à travailler tout début des années 1960, donc je suis rentré à l'INRA, la recherche agronomique. Je suis agronome de formation au départ. Bon, les études d'agronomie ont réussi à me dégoûter complètement de l'agronomie, évidemment. Donc à ce moment-là, je me suis intéressé à l'économie. Donc j'ai fait un doctorat d'économie sur le changement technique. Bon. Et là aussi, assez rapidement, l'économie, j'ai compris de quoi il s'agissait. Il s'agissait d'expliquer que ce qui n'était pas assez profitable devait être éliminé pour être remplacé par quelque chose d'un peu plus profitable. Donc une fois qu'on a compris ça, on a compris l'ensemble de l'économie et ce n'était pas la peine d'insister. Donc je suis passé à autre chose. Je suis passé à l'histoire de la sélection, l'histoire de la biologie et la génétique. Et là, j'ai eu la chance de fréquenter un laboratoire de génétique extrêmement influent, qui est le laboratoire de Richard Lewontin, il est mort il y a 2 ans, et professeur à Harvard, donc spécialiste de génétique de l'évolution. Et donc là, j'ai pu travailler sur une réflexion sur le changement technique, mais d'un point de vue plus philosophique et sur l'agronomie aussi, sur la sélection des plantes. Donc voilà, ça c'est un itinéraire, si vous très, très méandreux, très sinueux. Je ne me suis pas du tout resté dans le même champ qu'une fois que j'ai découvert que finalement les différentes disciplines avaient peu d'intérêt. Je me suis beaucoup plus intéressé donc à la question de l'histoire des sciences, l'histoire de la génétique, ce genre de choses. Alors là, ce soir, je vais vous parler des OGM et pesticides. Alors je tiens à vous assurer tout de suite qu'on ne va pas parler de ça. Bon. Parce que organisme génétiquement modifié, c'est une mystification. De toute façon, d'une manière générale, le vocabulaire de la biologie, le vocabulaire de la biologie appliquée à l'agriculture, le vocabulaire de la génétique moléculaire est un vocabulaire qui est complètement piégé. Organisme génétiquement modifié. Donc ça, c'est un terme qui a été développé ou inventé par l'industrie et repris par les scientifiques, et donc qui permet quand même toute une série de manipulations. La première, c'est elle a été constamment mise en avant par mes chers collègues, qui consiste à dire « Ah, mais organismes génétiquement modifiés, mais depuis que les êtres vivants existent, ils ont constamment été génétiquement modifiés. Par conséquent, pourquoi vous inquiéter ? On ne fait que poursuivre, alors là c'est là que le discours devient complètement pervers, de façon beaucoup plus précise, quasiment chirurgicale. Vous savez, comme ces frappes chirurgicales un peu partout à travers le monde, on est en train donc de modifier le vivant de façon beaucoup plus précise que ce que cette nature est capable de faire. Enfin, la nature, elle agit de façon grossière. Quand vous croisez 2 organismes pour faire un 3e organisme, ce sont des génomes entiers, des dizaines de milliers de gènes qui vont être brassés n'importe comment. Vraiment, la nature ne sait pas ce qu'elle fait. Maintenant, nous, avec la biologie moléculaire, on est capable de frapper un nucléotide à un endroit. Alors, un nucléotide, c'est une petite particule, si vous voulez, sur un gène. Donc, on est capable de l'atteindre. Donc, on travaille avec une précision absolument fabuleuse. Donc, dormez sur vos 2 oreilles. Il n'y a rien à savoir. Passez votre chemin. Ne vous en occupez pas. Faites confiance aux spécialistes que nous sommes. Et nous savons travailler, nous biologistes. Voilà. En gros, le discours qui a été tenu, c'est celui-là au départ. Bon. Disons que 90% ou 95%, je pense, des biologistes pensent de cette façon-là. Ils pensent qu'en effet, si vous voulez, la nature est bien imparfaite,
et que leur rôle, c'est de la rendre plus perfecte, plus performante. Donc ils n'arrêtent pas de mettre en avant donc, toutes les prouesses qu'ils sont capables de faire. Bon, la réalité, à mon avis, est un petit peu différente. Et si, au lieu de parler d'OGM, d'organismes génétiquement modifiés, on parlait de la réalité agricole. Alors, OGM, ça désigne essentiellement les organismes génétiquement modifiés dans l'agriculture, n'est-ce pas? Bon, au lieu de parler d'OGM, on va parler d'autre chose. On va parler de la réalité. On va parler de clones ou quasi-clones. Alors, on va voir pourquoi. Quasi-clones, pesticides. C'est-à-dire que ces quasi-clones sont des agents de transfert ou d'utilisation de pesticides. Clones, pesticides, troisième point, brevetés. Brevetés, il s'agit là de s'attaquer à une des propriétés les plus fondamentales des êtres vivants, c'est qu'ils se reproduisent et se multiplient, tenez-vous bien, gratuitement. Ça, c'est l'erreur absolue. Depuis plus de 2 siècles, on va le voir, le système capitaliste est en lutte contre cette gratuité du vivant, de gratuité de la reproduction. Il s'agit, à travers le brevet en particulier, mais on verra par d'autres moyens, il s'agit de séparer la production de la reproduction. Séparer ce qui est totalement lié en matière de vivant. Vous ne pouvez pas produire sans en même temps reproduire. Donc le but de notre société, depuis maintenant 2 siècles, c'est en effet de séparer cette production de la reproduction et de faire de la reproduction le monopole de qui? Pour l'instant, si vous voulez, dans le domaine agricole, c'est une bande de voyous qu'on appelle Bayer, Monsanto, Dupont, tous les agrochimistes possibles et imaginables à travers le monde, qui sont des empoisonneurs. Incidemment, j'y reviendrai sans doute, mais cette industrie des pesticides, au départ en 1948, avait tenu son premier congrès. J'y reviendrai sans doute. Son premier congrès qui avait eu lieu à San Francisco. Et à ce moment-là, cette industrie jeune qui venait de naître, cette industrie avec le DDT, cette industrie s'appelait l'industrie des poisons économiques. Economic Poison Industry. Alors évidemment, ça sonnait assez mal, si vous voulez. Au point de vue communication, c'est comme ça eux-mêmes qu'ils se qualifiaient. Et, bon, ça sonnait assez mal, donc ils ont lancé un concours lors de leur congrès, leur premier congrès annuel à San Francisco. Ils ont lancé un concours pour trouver quelque chose qui est beaucoup plus qui soit beaucoup plus agréable à entendre. Donc ça a commencé dès ce moment-là, si vous voulez, sous cet appareil de propagande, immense appareil de propagande pour les pesticides. Alors j'en viens maintenant à la notion de clone. Bon, très exactement, il faudrait que je parle plutôt de quasi-clone. Alors là, c'est une subtilité sémantique sur laquelle je n'entrerai pas. Ça tient au fait que des collègues qui sont des puristes, si vous voulez, à certains égards, ne veulent pas de l'utilisation du terme clone. Le terme clone, c'est de la reproduction végétative, comme la pomme de terre. Bon, voilà, c'est la reproduction végétative. Donc c'est pour ça que j'ai préféré dire quasi-clone, parce que sinon, j'avais toujours un crétin scientifique, collègue ou pas, qui m'interrompait en me disant « Ah, mais vous parlez de clones, mais les clones, c'est végétatif. » Donc ça va, au bout de quelques interventions, j'en ai eu marre d'avoir à corriger ce genre d'ânerie. Bon. Donc on va parler de clones, vous comprendrez quasi-clone. Si vous observez un champ moderne de l'agriculture industrielle et que vous essayez de vous souvenir, malheureusement ce n'est pas possible, en tout cas il faudrait aller dans les pays du tiers-monde, observer un champ du tiers-monde, vous vous apercevez d'une chose, c'est que ce qui caractérise un champ moderne de l'agriculture industrielle, c'est que les plantes sont toutes les mêmes. Uniformité totale. Il n'y en a pas une qui dépasse sa voisine. Les plantes, comme disent les agronomes, ils sont très fiers
les agronomes, si vous voulez, d'arriver à maîtriser la nature, ils disent les plantes, les blés par exemple, font la table. Ça, c'est quand même une pure merveille. C'est qu'en effet, depuis le début du XIXe siècle, on utilise une seule technique de sélection. Contrairement à tout ce que racontent mes chers collègues sélectionneurs, généticiens et autres, on utilise une seule technique de sélection que j'appelle la sélection par isolement, isolement-clonage. À savoir, l'affaire commence dès le début du XIXe siècle avec la révolution industrielle. Ça, c'est très important, cette idée-là. Lorsque les gentilshommes agriculteurs anglais, ce qu'on appelle en fait des entrepreneurs capitalistes dans l'agriculture, constatent que les plantes de blé, d'orge, d'avoine, les céréales qu'ils cultivent, chacune des plantes conserve ses caractères individuels d'une génération à la suivante. Bon, ils ne savent pas pourquoi. Il faudra attendre la redécouverte des lois de Mendel pour qu'on comprenne pourquoi. Donc, au départ, lorsque par hasard, ils rencontrent une plante de blé qui leur paraît exceptionnelle, par exemple, une plante, je prends des exemples précis qui sont dans la littérature, une plante de blé qui pousse de façon isolée dans une haie. Et puis, bon, ils sont de fins observateurs, et ils disent, tiens, mais cette plante, elle paraît très intéressante, les pieds bien fournis, elle est solide, etc., etc. Eh bien, ils disent, on va la reproduire individuellement, on va la ressemer individuellement pour la multiplier. Et puis, si finalement cette plante, une fois multipliée de cette façon-là, c'est devenu donc un quasi-clone, une fois que ce clone s'y tient ses promesses, eh bien, nous allons cultiver ce clone année après année. C'est ainsi que un grand nombre de ce qu'on appellerait des variétés maintenant, enfin, je reviendrai là-dessus, un certain nombre de variétés de blé, d'orge, d'avoine ont une origine extrêmement ancienne. C'est la découverte, encore une fois, d'une plante qui, pour une raison ou pour une autre, a été isolée donc, et qui est cultivée individuellement, qui va devenir une nouvelle variété. Alors, là aussi, le vocabulaire est piégé. Puisqu'on vous parle de variétés de blé, d'orge, d'avoine, de maïs, de tout ce que vous voudrez, et en fait, vous n'avez pas à faire des variétés. Vous voyez bien que, terme variété, le caractère de ce qui est varié est diversité. Vous parlez d'utiliser le terme variété, et sous les yeux, vous observez des clones. C'est-à-dire des plantes qui sont toutes les mêmes. Il y a une espèce de dissonance cognitive qui se crée, qui fait qu'on ne peut pas comprendre ce qui se passe. Donc, en 1836, un de ces fermiers capitalistes anglais va faire le raisonnement complet. Il dit, puisque nous cultivons des variétés de blé, d'orge, d'avoine, que chacune des plantes de la variété diffère de sa voisine. Si j'identifie dans les variétés que je cultive, dans le champ que je cultive, que j'ai sous les yeux, si j'identifie des plantes qui me paraissent meilleures que les autres, si je les isole, je sélectionne, je les isole, si je les cultive individuellement pour les reproduire et les multiplier, eh bien, je vais pouvoir remplacer la variété, la diversité, par la meilleure des plantes que j'ai réussi à identifier au sein de la variété. D'accord ? Le raisonnement est simpliste. Je veux dire, il ne faut pas avoir fait des études très très longues, si vous voulez, pour comprendre qu'il y a toujours un gain à remplacer une variété, une diversité de n'importe quoi, de pièges à souris par exemple. Si j'ai des pièges à souris, j'ai une collection de pièges à souris, si je m'aperçois qu'il y a un piège à souris qui est meilleur que les autres, si je peux remplacer ma collection de pièges à souris par le meilleur des pièges à souris de ma collection, j'aurai un gain. Bon, ce n'est pas de la sorcellerie intellectuelle, ça. Il se trouve, si vous voulez, que depuis 2 siècles, c'est ce qu'on fait. Contrairement à ce qu'on vous raconte sur l'utilisation de la génétique, etc. Tout ça, ça remonte à la révolution industrielle. Et je dirais que ça remonte à la révolution industrielle, à une mutation extrêmement profonde de la société à ce moment-là. À savoir, si vous voulez, que ces gentilshommes agriculteurs dont je parlais sont en train de remplacer les paysans d'autrefois.
Et pour ces entrepreneurs individuels, capitalistes individuels, si vous voulez, ils sont en quelque sorte, ils ont une vision individualiste du monde. Ce sont des entrepreneurs individuels qui sont en train de prendre le pouvoir dans la société. Et très naturellement, ces capitalistes industriels, ces individualistes industriels, eh bien, ils imaginent le monde des plantes exactement à leur image, comme une réflexion de leur propre système de valeurs sociales. Donc tout d'un coup, les plantes prennent une valeur individuelle. Et ça, c'est très important, très intéressant, c'est de voir qu'il y a une véritable mutation qui se fait dans les esprits avec la révolution industrielle. On est au tout début du XIXe siècle. Tout d'un coup, on peut se poser la question de savoir pourquoi les plantes prennent une existence individuelle. Jusque-là, les plantes n'avaient pas d'existence individuelle. Pour les paysans, les paysans pratiquaient ce qu'on appelle une sélection massale, c'est-à-dire qu'ils circulaient dans un champ et puis ils prélevaient les épis qui leur paraissaient les plus intéressants. Ils n'avaient pas cette notion d'individualisme de la plante. C'est seulement avec la révolution industrielle que cette notion individualiste, cette idée de la plante comme individu, prend naissance. Alors, en 1836, l'un de ces gentilshommes agriculteurs anglais, capitalistes, va faire le raisonnement complet. Puisque nous cultivons des variétés, que chaque plante de la variété que nous cultivons diffère de ses voisines, si je réussis à identifier une plante supérieure, je vais la reproduire et la multiplier individuellement et je vais remplacer la variété par cette plante, par les copies de cette plante. Voilà. Donc, vous voyez que si vous essayez de réfléchir à la sélection des plantes depuis 2 siècles, vous êtes obligé de lier ça à des transformations très profondes de la société. Ce n'est pas uniquement une histoire de science et de découverte, de génétique, etc. C'est tout à fait autre chose qui se joue. Je dirais que si vous poussez les choses un petit peu plus loin, vous avez tous entendu parler, j'imagine, de la brebis Dolly. Vous savez, c'est le premier mammifère cloné. Eh bien, Dolly, c'est l'application de ce principe de l'isolement aux mammifères. On est, avec Dolly, dans la poursuite bicentenaire de ce mouvement d'individualisation. Alors donc, voilà. Donc ça, j'ai parlé des plantes, donc cette sélection clonage, qui font qu'il y a cette uniformité industrielle qui règne dans nos champs. Maintenant, je vous ai parlé des plantes qui conservent leur caractère individuel d'une génération à la suivante. Blé, orge, avoine. Chacune des plantes reste identique à elle-même. On ne sait pas pourquoi. On va attendre la redécouverte des lois de Mendel en 1900 pour savoir pourquoi. Entre-temps, il y a un autre type de plante, c'est le maïs, aux États-Unis. Pas seulement aux États-Unis. Le maïs, lui, à la différence du blé, de l'orge, de l'avoine, c'est une plante à fécondation croisée. Au fond, si vous voulez, chaque plante de maïs a un papa et une maman différentes. Au moment les fleurs sont séparées chez le maïs. Vous avez au sommet, si vous avez observé des champs de maïs, vous verrez qu'au sommet de la plante, vous avez un plumet, c'est la fleur mâle. Quand le pollen est mûr, il est transporté par le vent et les insectes et va féconder les plantes aux alentours, parfois jusqu'à 400-500 mètres aux alentours. Bon. La fleur femelle, elle, se situe sur la tige. C'est elle qui va vous donner les soies, je ne sais pas si vous vous rappelez les soies, et l'épi. Donc chaque soie correspond à un grain, et ce grain est fécondé par un grain de pollen. Voilà. Donc c'est une plante à fécondation croisée, c'est comme les mammifères. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la descendance ne ressemble pas spécialement aux parents. Si je peux identifier la plante qui a fourni le pollen et bien sûr la plante qui a fourni l'ovule, bien la descendance de ce croisement sera différente de la plante papa et de la plante maman, exactement comme chez les mammifères. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que le maïs est une plante qui ne conserve pas ses caractères individuels d'une génération à la suivante. D'accord?
Donc je ne peux pas appliquer la technique de l'isolement. Pourtant, si vous observez un champ de maïs moderne, et je vous invite à le faire, attendez le mois de juillet, vous verrez que l'uniformité des champs de maïs modernes est totale. Encore pire que chez le blé. Donc on a réussi quelque chose d'assez extraordinaire qu'on a appelé de façon mensongère les hybrides, le maïs hybride bénéficiant d'un phénomène toujours aussi mystérieux. Ça fait maintenant un siècle que ça dure, ils n'arrivent toujours pas à définir de quoi il s'agit, mes chers collègues. Donc, qu'on appelle l'hétérosis. Alors là, évidemment, si vous voulez, moi-même, si vous voulez, j'ai mis 10 ans à 12 ans avant d'oser m'attaquer à l'hétérosis. Parce que, vous savez, il y a une phrase de Shakespeare qui dit « Quand la science parle, que les chiens n'aboient pas ». C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui est paralysant dans la science. Vous utilisez un terme comme hétérosis, du coup, vous êtes sûr que face à vos étudiants d'agronomie ou n'importe quel type d'audience, vous êtes sûr que là, personne ne va venir vous emmerder. Personne. Hétérosis. J'espère que vous êtes paralysé par ce terme. Eh bien, le seul truc, c'est que c'est un mensonge absolu. Parce que vous avez fait une transformation du maïs, vous avez réussi à fabriquer, il y a une technique, vous avez réussi à fabriquer des plantes de maïs qui se reproduisent à l'identique et individuellement. C'est-à-dire que pour appliquer la technique de l'isolement, il faut avoir évidemment des plantes qui se reproduisent à l'identique d'une génération à la suivante. Et sinon, ça ne marche pas. Sinon, quand vous allez ressemer le grain que vous avez récolté, ça ne va pas marcher. Donc vous êtes obligé de passer par cet intermédiaire qui consiste à fabriquer de façon artificielle des plantes de maïs qui conservent leur caractère individuel d'une génération à la suivante. Là-dessus, vous dites que vous faites ça à cause de l'hétérosis. Mais ce n'est pas vrai. Le mensonge, il est immédiat et absolu. Parce que vous avez fabriqué des plantes de maïs qui se reproduisent, ou que plutôt que le sélectionneur peut reproduire à l'échelle individuelle, et c'est exactement la technique de l'isolement. Vous n'avez pas besoin d'expliquer que vous utilisez l'hétérosis. Pourquoi est-ce que vous utilisez, vous ne dites pas que pour le blé, vous utilisez un phénomène mystérieux? Non, vous constatez que pour le blé, il conserve ses caractéristiques, donc j'applique la technique de l'isolement. Bien pour le maïs, c'est exactement la même histoire, avec la redécouverte des lois de Mendel. Les généticiens et sélectionneurs se sont aperçus qu'ils pouvaient fabriquer des petites populations de maïs, des petits champs de maïs, mais constitués de plantes individuellement reproductibles. Donc, ils ont appliqué la technique de l'isolement. Tout en expliquant au commun des mortels qu'ils faisaient ça parce qu'il y avait un phénomène mystérieux chez le maïs, qui est le phénomène de l'hétérosis. C'est pas vrai. Je ne sais pas si j'ai été clair, mais parce que souvent c'est un peu compliqué à expliquer. Je ne comprends pas ce terme. De quoi? Hétéro. Mais ne pensez pas, c'est un bobard. Ah bon? C'est un bobard, si vous voulez, qui sert de justification et qui sert d'argument d'autorité de la part des généticiens et sélectionneurs pour faire taire toute opposition. La réalité n'a rien à voir. C'est que la réalité, c'est que vous avez fabriqué des plantes de maïs qui sont reproductibles individuellement, et vous appliquez tout simplement la technique de l'isolement. C'est tout. C'est-à-dire que vous utilisez une partie de la variation naturelle du maïs, vous extrayez des plantes de maïs individuellement reproductibles, vous remplacez votre population par la meilleure des plantes de maïs individuellement reproductibles que vous avez réussi à créer. Qui est hétérosis ou pas, vous vous asseyez dessus. Alors je sais que c'est un peu difficile à expliquer, si vous voulez, mais ça me semble, moi, lumineux, si vous voulez, comme mensonge. Vous avez là
l'application comment la science et les scientifiques utilisent le vocabulaire des phénomènes biologiques pour faire tout autre chose que ce qu'ils sont censés faire. Pourquoi est-ce que vous faites le maïs hybride? Ben justement, il sait très bien, vas-y. Je dirais, il s'agit de faire des maïs hybrides pour rendre les paysans dépendants Voilà. au niveau de la semence. Parce que pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, l'agriculteur ne peut pas semer le grain récolté sans qu'il y ait une perte de récolte. Vous avez créé par la biologie un droit de propriété sur le vivant, c'est-à-dire que vous avez réussi à exproprier l'humanité d'un droit absolument fondamental, qui est le droit à la gratuité de la vie. Oui, mais donc le maïs n'est pas dans ce cas-là, il n'est pas auto-reproductible. Pardon, madame? Dans ce cas-là, il n'est pas auto-reproductible. Il est auto-reproductible par le sélectionneur et lui seul. Parce que le sélectionneur est celui qui a fabriqué une petite population de plantes de maïs individuellement reproductibles, donc il connaît les parents, donc il peut reproduire chacune des plantes. Voilà. Donc vous avez créé un droit de propriété pour le sélectionneur, c'est-à-dire que vous avez exproprié l'humanité de la possibilité de semer le grain récolté. Et il faut racheter les semences à chaque fois. Mais la différence avec le blé, c'est que le blé, s'il ne rachète pas, on peut, au bout de deux ou trois cycles, le blé sera toujours reproductible. Oui, oui, bien sûr. Tandis que le maïs... Non, et non, pas du tout. Une fois que vous avez acheté vos semences dites hybrides, je veux dire, vous savez qu'en effet, comme le maïs est une plante qui ne conserve pas ses caractères individuels, vous savez ce que vous avez semé ne va pas conserver les caractères qui ont été conférés par la sélection. Donc le sélectionneur devient propriétaire exclusif du maïs, des semences. Oui. Pardon? Oui, vas-y. En fait, le maïs, c'est un truc qu'on peut mener complètement en population, comme le blé, l'orge ou l'avoine. Ça veut dire qu'on peut semer du maïs, Alors, même s'il se croise avec d'autres maïs, et on va avoir des bons résultats. alors je vais... On ne part pas d'une semence hybride, on part d'une semence Je vais y venir. Je vais y venir là parce que là, on va voir où on va à partir du moment où on est rentré dans cette logique-là. Il analyse les génomes. Pardon? Ça veut dire qu'il analyse les génomes de... Ce n'est pas la peine d'utiliser de vocabulaire compliqué, madame, ni génome, ni rien du tout. Vous avez des plantes qui conservent leur caractère individuel. Vous pouvez appliquer la technique de l'isolement. Le maïs ne conserve pas ses caractères individuels, mais par une série de bricolages, je réussis à fabriquer des plantes de maïs qui conservent leur caractère individuel. Donc, je vais pouvoir utiliser la technique de l'isolement, c'est tout. Et il y a toujours un gars à remplacer une population de n'importe quoi par la meilleure des plantes qu'on a réussi à isoler au sein de cette population. C'est d'une simplicité. Si on oublie tout le vocabulaire de la génétique moderne, si vous voulez, c'est d'une simplicité absolue. Alors ce que je voudrais dire à propos de la technique de l'isolement, qui est quand même très important, c'est qu'une fois que vous avez appliqué cette technique, mettons, pour simplifier les choses, à un champ de blé. Donc j'ai observé mon champ de blé, j'ai réussi à extraire la meilleure des plantes de ce champ de blé, je l'ai cloné, hein, j'ai fait ce quasi-clone, et donc je commence à cultiver ce quasi-clone. Une fois que j'ai fait cette opération, qu'est-ce que je fais? Si je recommence à faire la même opération sur le même champ de blé, je vais avoir le même clone. Vous voyez bien que cette technique de sélection dont je vous parle, qui est la technique moderne, est une impasse. En réalité, si ça a marché, c'est parce qu'on a fait tout à fait autre chose, sans le dire. On a systématiquement amélioré les populations cultivées. Améliorer les populations cultivées, ça veut dire quoi? Ça veut dire faire ce que les paysans font depuis la nuit des temps, c'est-à-dire concentrer petit à petit les gènes
les traits favorables, ne même pas parler de gènes, les traits favorables au sein des populations. Donc, vous voyez que là, on tourne dans cette histoire-là, on tourne en rond parce qu'il faut absolument améliorer les populations. Améliorer les populations, ça veut dire favoriser dans les populations les traits qui semblent les plus importants. Pour vous donner un exemple qui est évident, dans l'histoire de la domestication des plantes, ce qui a été très important, ça a été de freiner ou de limiter le mécanisme de dispersion des graines. Les plantes à l'état sauvage ont tous des mécanismes qui leur permettent de balancer leurs graines un peu partout, sinon elles crèveraient. Je veux dire, si les graines tombaient au pied, il y aurait des rongeurs qui viendraient les manger, et au bout d'un moment, il ne se passerait rien, quoi. Donc, il ne se passerait plus rien. Donc, il faut absolument... Donc, par contre, ces mécanismes de dispersion des graines qui sont chez toutes les plantes sauvages, évidemment, les premiers agriculteurs n'en voulaient pas. Donc, ils ont sélectionné, sans doute, sans le vouloir complètement, sans le formuler de façon claire comme je le fais maintenant, ils ont sélectionné des plantes de blé d'orge d'avoine au moment de la domestication de ces espèces qui, disons, avaient tendance à conserver des épis relativement serrés et de façon que les grains ne s'en échappent pas. Et des tiges courtes. Pardon? Et des tiges courtes pour le Non, ça c'est après ça. Ça c'est après. Non, au départ, non, ils ne cherchaient pas ça. Au départ, au contraire, si vous voulez, il fallait que des blés poussent vigoureusement pour échapper à la concurrence des adventices, des mauvaises herbes, ce qu'on appelle les mauvaises herbes. Donc il fallait des plantes de blé qui poussent en hauteur, si vous voulez, pour échapper à cette concurrence. Bon, évidemment, si vous voulez, ces blés fabriquaient beaucoup de paille et pas assez de grains, donc on a cherché à raccourcir ces blés. On a pu les raccourcir dans la mesure où on a eu affaire aux herbicides. Et là, on est rentré dans une autre logique, c'est-à-dire qu'on utilise des herbicides parce que pour pouvoir lutter contre les adventistes. Et pourquoi est-ce qu'on veut lutter contre les adventistes? Pour que les blés, au lieu de produire de la paille, produisent du grain. Mais alors, en même temps, si vous voulez, ça pose tout un tas de problèmes, puisque si vous avez des blés plus courts sur pattes, il va y avoir une plus grande humidité, donc il y aura des maladies fongiques. Et donc, à partir du moment où vous avez des maladies fongiques, il faut faire des traitements cryptogamiques, n'est-ce pas, etc., etc., etc. C'est-à-dire que vous mettez le doigt dans un engrenage, si vous voulez, qui n'a plus de fin. Et c'est donc... voilà. Donc là, je vous ai fait un panorama de la sélection moderne et de qui conduit à cette uniformité industrielle. Alors, ce qui est assez comique dans cette affaire-là, c'est que mes chers collègues vont de colloque en colloque pour verser des larmes de crocodile sur l'effondrement de la biodiversité. Et quand je leur dis, enfin, ils ne m'écoutent pas, mais ça n'a pas d'importance, quand je leur dis, écoutez, chers collègues, comment voulez-vous que la biodiversité ne s'effondre pas alors que vous cultivez des clones? Il faudrait quand même réfléchir un petit peu à la logique de ce que vous faites. Les plantes sont bien toutes les mêmes que vous avez dans vos champs. Ah, mais non, non, ils continuent parce qu'il y a des financements pour continuer à aller à des colloques internationaux sur l'effondrement de la biodiversité, sans se poser la question de savoir pourquoi cette agronomie moderne veut tellement cultiver des plantes toutes les mêmes. Alors je pense que voilà, on a parlé, enfin je ne vais pas présenter donc ce qu'est cette sélection moderne. Je pense que, j'espère en tout cas que lorsque vous vous promènerez dans les champs l'été prochain, dans les champs de blé, d'orge d'avoine ou de maïs, vous observerez, comme moi en effet, cette prodigieuse uniformité qui n'a strictement rien à voir avec le vivant. C'est l'uniformité industrielle. Et les agronomes sont très fiers de ce qu'ils ont fait. Sans bleuet. Pardon? Sans bleuet. Ouais, sans... Ah ben non, ça c'est sûr que là, vous voulez rire. Bien, alors les clones maintenant, les clones pesticides. Alors je ne sais pas jusqu'à quel point je vais m'étaler là-dessus, sur cette question-là. Ce que je voudrais, je ne suis pas sûr que je sois vraiment capable de le faire très bien. Je relisais avant de venir des notes que j'avais prises sur l'histoire des pesticides, en fait l'histoire très longue des pesticides, qui est en fait une histoire militaire.
Alors, je ne sais pas jusqu'à quel point je vais traiter de ça. Si on va y aller quand même un petit peu. Un des premiers constats qu'on fait quand on s'intéresse un petit peu à l'histoire militaire, mais je m'y suis intéressé uniquement par l'intermédiaire donc des histoires des pesticides, c'est que les victoires militaires sont très souvent obtenues non pas à cause de la vaillance des soldats ou la clairvoyance des chefs militaires, mais tout simplement parce que les soldats n'ont pas eu la vérole. La vérole au sens large, c'est-à-dire le typhus, la malaria, le paludisme, tout ce que vous pouvez imaginer. Alors je vais vous donner différents exemples. Napoléon, par exemple. Napoléon a envoyé, vous le savez, à Saint-Domingue, Haïti, a envoyé un corps expéditionnaire de 25 000 hommes pour mater Toussaint Louverture. Toussaint Louverture a été assez malin pour ne pas affronter les troupes napoléoniennes et attendre un petit peu la saison des pluies, parce qu'à la saison des pluies, il y a la fièvre jaune. La conséquence de ça, c'est qu'au bout d'un an ou un an et demi, sur les 25 000 hommes de Napoléon, il en restait 5 000 en état de combattre. Deuxième exemple, la Grande Armée. La Grande Armée qui, en juin 1812, franchit le Niémen et rentre en Pologne. Elle rentre en Pologne, le médecin-chef des armées impériales a recommandé aux soldats d'éviter tout contact avec la population polonaise parce que le typhus y est plus ou moins endémique. Le seul problème avec ça, c'est que les fourgons d'approvisionnement de la Grande Armée n'arrivent pas à suivre. Et donc, très vite, les soldats vont aller en maraude dans les fermes polonaises et vont revenir avec le typhus. Au bout d'un mois, il y a déjà un quart de la Grande Armée qui est au tapis à cause du typhus. Et les choses vont se poursuivre. Je veux dire, les troupes napoléoniennes ont été vaincues par le typhus. Là aussi, Koutouzov, le général russe, a été assez malin pour laisser Napoléon s'enfoncer en Russie et ensuite affronter l'hiver. Donc voilà deux exemples. Mais plus récemment, l'une des raisons de la défaite allemande en 14-18, c'est que les plans allemands n'ont pas pu être exécutés. Les plans allemands prévoyaient que les troupes austro-hongroises allaient pénétrer en Serbie et aller jusqu'à l'Ukraine pour saisir à la fois des champs pétroliers et les ressources en céréales de l'Ukraine. Ça, c'était le plan sur le papier. Le seul problème des troupes austro-hongroises, c'est que c'est un mélange de troupes bulgares, hongroises, enfin une espèce de mélange d'Europe centrale, une zone où le typhus est endémique. Donc, en effet, les troupes austro-hongroises rentrent en Serbie, et là, elles déclenchent une épidémie épouvantable de typhus. Si bien que les défenses serbes, plus le chaos généralisé au point de vue médical, fait que les troupes austro-hongroises sont obligées de revenir l'arme au pied et de rester à la frontière sans bouger. Il faut savoir une chose, c'est que quand même les Serbes vont perdre 16% de leur population dans cette affaire-là. Quand vous voyez les pertes françaises de la Première Guerre mondiale, qui sont gigantesques, évidemment, mais elles sont 4% de la population française. Les Serbes, 16% de la population serbe va être anéantie essentiellement par le typhus. Donc il va falloir attendre juin 1915, au moment où l'épidémie de typhus se ralentit, pour que de nouveau les troupes austro-hongroises essayent de rentrer en Serbie pour faire accomplir la mission qui leur a été confiée. Donc, tout ça, c'est pour vous dire qu'ils prennent un retard absolument considérable et que ça explique en partie
sa continuité et contribution à la défaite allemande. De la même façon, au moment du traité de Brest-Litovsk, qui voit la Russie sortir du conflit, les troupes allemandes que l'état-major devait rapatrier sur le front occidental pour faire face aux troupes françaises et anglaises, voire américaines. Donc ces troupes, le transfert de ces troupes prend un retard considérable, toujours pour la même raison, à cause du problème du typhus. Il faut éviter que le typhus soit transporté du front de l'Est sur le front occidental. Et ça explique en partie, si vous voulez, les problèmes de 1917, l'hiver 1917-1918, la grande difficulté de rapatrier les troupes allemandes du front de l'Est sur le front occidental. Ça, c'est pour vous expliquer à quel point la chose militaire est affectée par les problèmes de santé publique, les problèmes de maladie. Toute l'histoire du XIXe siècle, la deuxième partie du XIXe siècle, c'est l'histoire de la découverte successive des agents et des vecteurs de différentes maladies extrêmement importantes pour les armées. Et, bon, j'ai préparé là, ce sont les médecins militaires. Ce sont les médecins militaires qui vont systématiquement à la fois jouer ce rôle d'identificateur des agents et des vecteurs des maladies. Alors si je prends l'exemple des médecins militaires coloniaux, attendez, j'ajoute ça parce qu'on est en pleine 19e siècle, c'est la conquête coloniale de l'Afrique, de l'Asie, etc. Donc il est très important, en effet, de savoir où on met les pieds et de savoir comment on va lutter contre les maladies infectieuses. Par exemple, en 1880, c'est un médecin militaire français, Lavéran, il a son hôpital à Marseille, Lavéran va découvrir l'agent du paludisme. Il va falloir attendre 1894-1895 pour qu'on identifie le vecteur, c'est-à-dire le moustique qui transmet la malaria, qui transmet le paludisme. C'est une chose assez intéressante de voir comment ça a été identifié. Les médecins italiens, autour de Rome, vous savez, dans la région d'Ostie, la malaria est endémique. Évidemment, cette question de la malaria préoccupe beaucoup les médecins italiens. À la fin du XIXe siècle, les médecins italiens ont la quasi-certitude que c'est le moustique Anophèle qui transmet la maladie. Mais il reste un doute. Ils rencontrent, à l'occasion d'un congrès, un médecin militaire écossais qui a découvert quel était l'agent qui transmettait la filariose. Bon. C'est un insecte qui transmet ça. Et donc, qui s'appelle Patrick Manson, ce médecin écossais. Donc, il discute avec les collègues italiens, et Patrick Manson leur dit, écoutez, on n'a qu'à faire une expérience. Moi, je vais vous envoyer des étudiants écossais du côté d'Ostie, avec une seule consigne, qu'au moment où le soir tombe, que vos étudiants s'enferment derrière des moustiquaires et n'en bougent plus. Le temps que, parce que vous savez que les moustiques piquent le soir. Donc voilà, en première partie de l'expérience, on envoie des médecins, des étudiants en médecine anglais du côté d'Ostie, on les enferme le soir et ils ne chopent pas la malaria alors que la malaria est endémique dans les populations italiennes. Et puis, finalement, tant qu'à faire, on va faire l'expérience inverse. Patrick Manson dit aux Italiens, écoutez, envoyez-nous des moustiques de la région d'Ostie, envoyez-nous ces moustiques et je vais faire piquer mes étudiants anglais ou écossais
par ces moustiques. Et on verra bien s'ils chopent la malaria ou pas. Et voilà. Donc on envoie les moustiques, on fait piquer ces pauvres étudiants qui servent de cobayes, et ils chopent la malaria. Donc vous voyez, par des moyens extrêmement simples, on réussit à des démonstrations qui sont magnifiques. De la même façon, Pierre Nicole, je crois que c'est son prénom, je ne sais plus, Nicole, ce qui va démontrer que le typhus est transmis par les poux. Tout ça, ça part d'une observation très simple. Nicole est un pasteurien, ce n'est pas un médecin militaire, là, pour une fois. Il est à Tunis, et il constate une chose, c'est que le typhus est endémique. Il constate une chose, c'est que le typhus, il constate que le personnel soignant qui réceptionne les malades du typhus, une fois qu'ils sont passés au bain mort, que leurs vêtements ont été désinfectés, qu'ils sont rhabillés, tondus, rhabillés de propre, il constate que le personnel soignant n'attrape pas le typhus. Par contre, le personnel qui reçoit les malades et qui fait les premiers traitements consistant à les tondre, à les passer au bain mort, etc., cela chope le typhus. Et sur la base de cette observation, il va démontrer en effet que le typhus est transmis par des poux. Voilà, c'est pour vous dire, si vous voulez, que tout ce 19e siècle est un 19e siècle où les impératifs scientifiques et les impératifs économiques ou impériaux sont absolument fondamentaux. Au cœur de toute l'affaire, ce sont les médecins militaires. Alors là, maintenant, pour passer aux pesticides, c'est assez facile. C'est que on commence à comprendre comment fonctionnent les maladies, les agents et les vecteurs, et il s'agit d'essayer de lutter à la fois contre les agents et contre les vecteurs. Et les premiers efforts vont avoir lieu au moment de la guerre de 14-18. Et là, il y a probablement quelque chose qui va jouer un rôle absolument central dans la montée des pesticides. Ça va être l'histoire de l'antonome du coton aux États-Unis. L'antonome du coton, c'est un petit insecte qui s'attaque au coton. Et vers 1892, par là, cet antonome du coton franchit le Rio Grande et pénètre aux États-Unis. Et c'était vraiment la panique parmi les planteurs de coton du Texas, de toutes ces régions-là, de l'Arizona, toutes ces régions-là. Jusqu'en 1914, on n'envisage que des luttes biologiques. Les moyens de lutte sont innombrables. Par exemple, on s'aperçoit que l'antonome est un insecte piqueur. On s'aperçoit que lorsque le coton est velu, lorsqu'il y a donc des poils sur le coton, ça gêne l'antonome qui n'arrive pas à piquer. Donc il y a une espèce de protection, si vous voulez. Donc on se dit, on va cultiver des cotons velus. On s'aperçoit aussi d'une chose, c'est que l'antonome n'aime pas trop les cotons avec des feuillages de différentes couleurs, de couleur rouge en particulier, ça le fait fuir. Bon, on envisage toutes sortes, toute une gamme de luttes avec des fourmis, des guêpes, etc. Et puis finalement, vers 1800, juste avant la guerre, on découvre une technique de lutte absolument formidable. Elle consiste, dès la récolte des boules de coton, dès que cette récolte est faite, elle consiste à mettre le feu et à brûler les restes de récolte. Donc il y a toute une série d'expériences qui sont faites et qui montrent que ça permet en effet de contrôler l'antonome du coton. Seulement, il y a un problème. Il y a un problème, c'est que le système social sur lequel est fondée cette possibilité de lutte, le système social est un système qui est dérivé du système esclavagiste. C'est-à-dire que les anciens esclaves noirs sont maintenant des métayers. Et la règle, c'est qu'à l'issue de la récolte du coton, ils doivent plier bagages et disparaître. Donc il n'est pas question de faire les soins après récolte. Donc vous voyez bien là aussi qu'il y a la contradiction qu'il y a entre le système social
et les possibilités écologiques de lutte. Bon, à partir de 1914, ils vont découvrir des, plus le terme, des produits à base de cyanure. Bon, là, la question est résolue définitivement. Plus personne ne s'occupe d'écologie, de méthodes de lutte alternatives, d'agronomie, etc. On va épandre du cyanure de potassium. Attendez, je crois que je ne me rappelle plus le terme. Enfin bon, bref, une saloperie. Ce qui est intéressant là aussi, c'est que vous voyez bien que le système... alors oui, pourquoi est-ce que le coton est tellement important pendant la Première Guerre mondiale? Parce que non seulement il permet de fabriquer les pansements, les tentes, tout ce que vous pouvez imaginer, mais aussi il permet de fabriquer ce qu'on appelle le fulmi-coton. C'est le coton qui remplace, si vous voulez, dans les explosifs, qui font des explosifs sans fumée. Donc ça devient un enjeu extrêmement important. Donc là, si vous voulez, la guerre aidant, il n'est plus question de s'amuser à plaisanter avec des méthodes écologiques lentes, patientes, et qui fonctionnent à terme. Là, on utilise à fond les produits chimiques. C'est le départ de la lutte chimique. Et après, ça n'a pas cessé. Alors, pour aller vite, bien sûr, il y a eu les gaz de combat. Bon, vous êtes tous au courant de ça. Les gaz, donc, parce que gaz de combat, et donc il y a toute une idéologie qui se met en place à ce moment-là, qui est une idéologie militaire de l'éradication. L'idée qui va régner dans les milieux agricoles comme dans les milieux militaires, c'est l'idée de éradiquer. Éradiquer les poux, éradiquer les moustiques, éradiquer tout ce que vous pouvez imaginer. Donc c'est l'idée de faire place nette. Et c'est cette idéologie dans laquelle nous sommes à l'heure actuelle, avec nos agriculteurs qui sont complètement captés par l'industrie des produits chimiques. Dernier point, le rôle du DDT. Le DDT, c'est une molécule qui est synthétisée pour la première fois à la fin du XIXe siècle. On en fait la synthèse, peu importe. Au cours des années 30, il y a un chimiste suisse qui découvre les propriétés insecticides du DDT. Alors, il va vendre, évidemment, il est suisse, il va vendre le DDT à la Wehrmacht, qui en a bien besoin, parce que les troupes qui sont à l'Est, si vous voulez, il y a les poux et tout ça, donc il faut quand même lutter contre les poux. Mais aussi, en 1942, puisque les Suisses sont tellement neutres, si vous voulez, ils vont trouver les Américains et leur disent, écoutez, on a un produit là qui est pas mal, hein, et essayez voir donc le DDT. Et le produit s'avère une pure merveille. En toute petite quantité, il permet d'éradiquer non pas ce qui transporte la malaria. Les moustiques. Permet d'éradiquer les moustiques. Voilà, donc ils utilisent, et en toute petite quantité. Aussitôt, avec la prodigieuse énergie américaine, on va se mettre à produire des quantités absolument massives de DDT. Alors peut-être j'aurais dû préciser avant qu'une des raisons qui avait scellé la défaite américaine en Extrême-Orient, en Asie, ça avait été la question de la malaria. Quand MacArthur quitte en 1942 les Philippines, il a 95% de ses troupes qui sont à l'hôpital à cause de malaria. Et donc, à l'aide, les Américains vont utiliser le DDT systématiquement dans la reconquête de toutes les îles du Pacifique pour aller jusque vers le Japon. Ils vont même jusqu'à, avant d'envahir une île, ils préviennent les Japonais qu'il y aura des épandages, mais que ce ne sont pas des gaz de combat, que ce sont quelque chose, ils n'ont pas de souci à se faire sur ce que c'est. Alors c'est vraiment une molécule absolument incroyable, parce qu'en toute petite quantité,
ça vous éradique tout. Tous les insectes. C'est une pure merveille. Donc voilà pour le DDT. Oh, une histoire assez drôle pour le DDT aussi, c'est que pendant la guerre du Vietnam, les Américains, qui aiment bien leur confort, ont aspergé le Vietnam, entre autres, de DDT, en particulier autour de leur grande base. Mais le DDT a un effet assez létal sur les populations de chats. Donc, ces épandages massifs de DDT ont provoqué la disparition des chats. Et quand les chats disparaissent, eh bien, il y a les rats qui arrivent. Et donc, au bout d'un temps, la prolifération des rats a exaspéré les paysans vietnamiens qui se sont tournés contre les Américains. Donc, vous voyez, il faut savoir utiliser ce genre d'armes de façon un peu sélective. Voilà. Donc voilà, c'est donc. Alors après ça, évidemment, le DDT, ça a été célébré comme la molécule de la victoire partout dans le monde. En 1948, le chimiste suisse Müller a eu le prix Nobel pour la chimie, pour sa découverte des propriétés insecticides du DDT. Et il a fait d'ailleurs une déclaration qui est absolument extraordinaire lors de la remise de son prix Nobel. Il a dit qu'on pouvait espérer que demain, la fameuse mouche domestique serait éradiquée. Voilà, bon, c'est inutile de vous dire que ça n'a pas marché et qu'on a fini par interdire le DDT, qui est un produit, en effet, un organochloré extrêmement intéressant. Bon, ça c'est le point de départ, donc, voyez-vous, de cette généalogie militaire et des conceptions militaires de l'agronomie. Alors, clone pesticide, on a vu ça. Maintenant, dernier point, breveter. Breveter, je vous ai dit l'essentiel. Le but de notre société, c'est de séparer la production de la reproduction et de faire de la reproduction le monopole d'un certain nombre de voyous, les Monsanto et autres. Donc on est engagé dans cette voie-là. Je pourrais vous citer comment l'Europe, oui, ça vaut peut-être le coup, ça si je le trouve facilement, comment l'Europe a accepté la brevetabilité des inventions biotechnologiques. Ça vaut son pesant de cacahuètes. Alors, attendez que je le retrouve. Voilà, c'est ça. C'est une directive européenne 98-44. Oh, elle a toute une histoire qui est assez comique, assez comique, qui est assez instructive. Les négociations sur la brevetabilité du vivant ont commencé dès le milieu des années 60. Une première réunion a eu lieu au Parlement européen en 1968, je crois, quelque chose comme ça. Et le Parlement européen n'a pas marché, n'a pas voté la directive qui était proposée par les firmes et par la Commission européenne. Donc ils sont revenus à la charge l'année suivante avec des modifications cosmétiques. Et là, ça a marché. Ça a marché parce que là, ils avaient organisé la réunion du Parlement européen de façon beaucoup plus intelligente. C'est-à-dire que les parlementaires européens ont été accueillis par une manifestation d'handicapés, les uns sur des petites voitures à roulettes, les autres sur des plats comme ça, des plateaux, si vous voulez, poussés par des infirmiers, des infirmières. Et tout le monde était revêtu de t-shirts sur lesquels étaient marqués des brevets pour la vie, patents for life. Ce qui est intéressant, c'est qu'exactement à la même époque, les firmes de biotechnologie, ces mêmes firmes qui avaient organisé cette campagne de relations publiques pour faire pression sur les parlementaires européens, ces mêmes firmes étaient en train d'empêcher l'Afrique du Sud de fabriquer des médicaments génériques anti-sida. Voilà, donc à 10 000 km d'intervalle, des brevets pour la vie, de l'autre côté, c'est en effet, on va empêcher de soigner les malades sud-africains du sida, on va leur dénier l'utilisation de l'AZT, qui était la première molécule qui a été effective contre le sida. Alors voilà.
Alors, je vous passe sur le potentiel considérable du développement des biotechnologies pour l'environnement et en particulier l'utilité de ces technologies pour le développement de méthodes culturales moins... Pardon? Ah oui, c'est vrai. Eh oui, non, c'est vrai, pardon. Pour le développement de méthodes culturales moins polluantes et plus économes des sols, pour la lutte contre la faim dans le monde et contre les grandes épidémies et endémies, et pour le développement industriel de la communauté. Hein? Quand même, c'est un programme, ça. C'est fabuleux. Hein? Voilà. Alors, il s'adresse évidemment à notre humanité. Il nous parle de notre intérêt. Mais il ne parle pas de leur intérêt à eux. Alors, là-dessus, je vais essayer de vous retrouver le texte. Alors voilà, l'article 4 de la directive européenne 98-44, 1998-44. Article 4. Ne sont pas brevetables les variétés végétales et les races animales. Bien. C'est petit a, ça. Petit b, les procédés essentiellement biologiques pour l'obtention des végétaux ou des animaux. Là, c'est plus obscur, si vous voulez. Et ensuite, il y a au paragraphe 2, mais les inventions portant sur des végétaux ou des animaux dont l'application n'est pas techniquement limitée à une variété végétale ou à une race animale sont brevetables. Ça veut dire que tout est brevetable. C'est quand même magnifique. Voilà comment ça travaille à l'Europe. Je veux dire, j'espère que ça va changer, mais bon, je doute fort. Hein. Alors on peut continuer. L'article 5, là vous allez être rassuré tout de suite. Paragraphe 1. Le corps humain aux différents stades de sa constitution et de son développement, ainsi que la simple découverte d'un de ces éléments, y compris la séquence ou la séquence partielle d'un gène, ne peuvent constituer des inventions brevetables. Impeccable. Mais un élément isolé du corps humain, ou autrement produit par un procédé technique, et comme le Conseil d'État en France l'a souligné, un procédé technique, ça peut consister tout simplement à se piquer le doigt avec une aiguille. D'accord ? Donc, un élément isolé du corps humain ou autrement produit par un procédé technique, y compris la séquence ou la séquence partielle d'un gène, peut constituer une invention brevetable, même si la structure de cet élément est identique à celle d'un élément naturel. Voilà. Bon, écoutez, ce n'est pas la peine d'épiloguer là-dessus. Voilà le système juridique. Tout ça, c'est des choses qui sont organisées par des juristes hyper bien payés qui sont chargés de rédiger ces textes-là. Et malheureusement, je ne crois pas que les États ou les institutions administratives ou parlementaires ne sont pas outillés intellectuellement pour faire face à des dizaines et des dizaines d'avocats, cabinets d'avocats, qui passent leur temps à essayer de nous rouler dans la farine. Voilà. Donc, je vous ai dit, commençons par utiliser un vocabulaire précis et clair. Arrêtons de parler d'OGM et de ce genre de plaisanterie. Parlons de clones, pesticides, brevetés. Là, on est dans la réalité, dans le dur, dans ce qui se passe. Clones, il faut en finir avec cette idée d'industrialisation et d'uniformité. Si on veut restaurer la biodiversité, il faut cesser de cultiver des clones. Deuxièmement, pesticides, clones pesticides. Si on veut vraiment lutter contre les pesticides, qu'on cesse de faire des plantes des producteurs de pesticides. Ça paraît aller de soi. Et troisièmement, clones pesticides brevetés, si on veut en sortir, il faut que le vivant puisse continuer à se produire et se reproduire gratuitement. Donc je crois que là, vous avez, avec 3 termes, vous avez
un projet politique. Comment en finir? Maintenant, si vous voulez, comment passer à l'action là-dessus? Jusqu'à présent, on s'est fait enfoncer petit à petit. Je pense que si nous avions utilisé un vocabulaire plus précis, peut-être qu'on aurait réussi à mieux convaincre l'opinion publique. Mais on est face à des gens, si vous voyez, une telle propagande sur les OGM que je ne vois pas très bien comment un individu, si vous voulez, même un peu clairvoyant, peut faire face à un tel tsunami de propagande. Bien, je vous remercie. Bon, alors écoutez, je sais que je plombe un peu l'ambiance, mais j'avoue qu'il y a eu des choses très belles qui ont été faites contre les OGM. Pardon, je vais reprendre ça. Je trouve qu'en particulier, il y a eu le mouvement des faucheurs volontaires. Ça, ils ont réussi quand même à marquer des points, à freiner. Mais je veux dire, quand on est face à des lobbies avec des gens qui sont payés à longueur d'année pour savoir comment nous faire prendre des vessies pour des lanternes, si vous voulez, c'est une lutte quasiment impossible, quoi. Je veux dire, alors là, maintenant, où ça va aller, vous connaissez la situation de l'agriculture. Les agriculteurs sont complètement entre les mains des fabricants de pesticides, parce que, j'essayais de le dire, mais je ne l'ai peut-être pas assez bien expliqué, il y a vraiment cette idée fondamentale dans cette agriculture moderne, c'est l'idée d'éradiquer. Or, si vous êtes un tant soit peu écologique ou écologiste, vous savez qu'on ne peut pas éradiquer. On peut vivre avec, de façon intelligente. Mais cette idée est tellement prédominante, si vous voulez, que on a tous ces pauvres agriculteurs, s'ils sont tous prêts à enfin, ils ne voient pas le piège dans lequel ils sont, qu'il n'y a pas d'issue. Parce que, si vous voulez, de catégorie de pesticides en autre catégorie de pesticides, on est passé des organochlorés, soi-disant que les organochlorés c'était très très moche, on nous a fourré à la place les organophosphorés. Après les organophosphorés, ça a été, je ne sais plus très bien quoi, les corticoïdes, les néonicotinoïdes. Bon, il n'y a pas de raison que ça s'arrête. Ils inventeront toujours quelque chose de nouveau. Donc le problème qu'il y a derrière, je crois quand même, c'est qu'il y a un problème d'enseignement de la biologie et comment réussir à convaincre que la biologie, on ne va pas éradiquer. Non. Mais même le mouvement... Pardon ? L'issue, ça peut être le militantisme et bon, vous dites les chauffeurs, les faucheurs de maïs, bon, ils ont fait un peu, mais après, ben oui, non. Ça a continué, mais malgré tout... Mais regardez l'exemple, je reviens là-dessus, si vous voulez, l'histoire du maïs hybride. Oui. Je veux dire, la fortune de l'industrie semencière, c'est le maïs hybride. Il faut bien perdre. Pour la première fois, la production est séparée de la reproduction. Donc depuis maintenant, depuis les années 50, si vous voulez, tout le système scientifique va vers la fabrication, soi-disant, d'hybrides. Il y a eu un grand colloque international en 1998, donc il y a 20 ans de ça, organisé par les plus grandes instances scientifiques américaines, ONU et tout le bazar, si vous voulez, sur l'hétérosis dans les cultures, c'est-à-dire comment séparer la production de la reproduction dans les cultures, mais au nom de la productivité que ça apporte, alors qu'elle n'existe pas. Malgré tout, on a le bio qui monte avec les graines bio qui se reproduisent. Et le problème, c'est que c'est pas seulement une question je veux dire, c'est une question d'ensemble. Comment vous dire, il faudrait... Il faut payer pour être bio. Il faut payer pour être bio. Non, et puis
Et puis, si vous voulez, c'est difficile d'être en bio si vos voisins Oui. arrosent dans tous les sens. Enfin bon, je veux dire, je connais un certain nombre de maraîchers bio dans la région. Je pense que ce sont des véritables héros. Et quand vous connaissez le travail des maraîchers, c'est... Non, mais ils sont payés rien du tout. Alors que tout ce qui est subventionné, c'est l'agriculture polluante, l'agriculture industrielle polluante. C'est eux qui reçoivent tous les ronds. Les dirigeants En de la Inde, il y a eu FNSEA. Ouais. En Inde, il y a eu des grèves de la faim des paysans, très importantes. Où ça? En Inde. Oui, oui, oui. Et il y a les mouvements Via Campesina. Et dans la région, on a Cocopelli. Oui, il y a eu Cocopelli, il y a pas le seul, il y a un certain nombre de fabricants de semences bio, là, de petites entreprises qui font du très bon travail. Hein. Mais Cocopelli en fait partie, oui, mais certainement. Mais il y a aussi quelques jeunes qui sortent des écoles d'agronomie et qui se positionnent un peu contre Oui, ce qu'on leur a enseigné. oui, mais enfin, il est temps. Hein. Ouais, oui, mais Non, non, ça fait c'est... partie, il y a ça, il y a lui. Vous avez raison. Vous avez raison. Ici, on a un représentant de l'agriculture bio. Jacques. Bon, une chose que j'aurais envie de dire, pour revenir sur le thème, c'était un peu les OGM. C'était une entrée en matière pour parler de beaucoup de choses. Mais le fer de lance des OGM, c'était quand même le maïs Monsanto, Roundup Ready, et puis aussi, si je ne me trompe pas, si ma mémoire ne me trompe pas, maïs aussi avec un bacille qui permettait de lutter contre une maladie, un ver qui se mettait dans le maïs. La pyrale, oui. C'était pour pouvoir utiliser un herbicide qui éradiquait tout, sauf la plante qui avait ce gène Roundup Ready en elle-même. Et donc, il faut savoir que Monsanto, avant d'être producteur de semences, c'était producteur de l'argent orange, par exemple, qu'ils ont utilisé au Vietnam, et peut-être même avant ailleurs. Ça s'appelle le glyphosate. Et donc, en fait, le Roundup, c'est vraiment la même, comment on appelle ça, la même molécule Okay. que l'argent orange. Ça ressemble. On appelle le glyphosate. Les- Je voudrais, alors, Oui. pour revenir sur le maïs OGM, moi j'ai connu Jean-Pierre, quand on a commencé à faire des fauchages de maïs, où on était très nombreux, on était des milliers dans les champs de maïs. J'ai croisé comme ça Jean-Pierre, et Jean-Pierre c'est un des seuls scientifiques qui nous a suivis quand il y a eu des procès contre des faucheurs volontaires qui faisaient ça de façon tout à fait publique. Voilà. Jean-Pierre, il a toujours été là dans les procès pour témoigner des méfaits des OGM et voilà, des dégâts de l'agriculture industrielle. Contre les positions, évidemment, de l'INRA. Hein. Enfin, bon, je suis pas... Mais ce que je voulais dire, c'est que cette lutte, contrairement à ce qu'on pense, elle a quand même servi à quelque chose parce qu'en France, ils n'ont pas réussi à imposer la culture officiellement de OGM. Maintenant, ils essaient de nous faire passer ça autrement, avec d'autres techniques qu'ils n'appellent pas manipulation génétique, c'est de la mutagénèse, je sais pas comment ils appellent ça. Ils essayent par une autre porte de nous faire rentrer une technologie qui est mortifère. Non. Quand ils ont inventé le maïs BT et le maïs avec le glyphosate, ça, on pouvait les repérer. Et maintenant, avec le ciseau moléculaire CRISPR, comment est-ce qu'on repère des OGM? On ne peut plus. On ne peut plus. Non, non, mais c'est sûr que... C'est dramatique. Si vous voulez, ce que je dis toujours, c'est que si vous regardez l'histoire de la lutte contre les OGM, chaque fois qu'on s'est placé sur le plan scientifique
pour dire ah oui, mais attendez, regardez, là vous avez flanqué un nucléotide à tel endroit, mais ce nucléotide est dangereux. Dans les années qui ont suivi, 2 ans qu'ils ont, ils ont dit ben voilà, on a trouvé le moyen de supprimer ce nucléotide, il n'y a pas besoin de vous faire de soucis. Chaque fois, chaque fois qu'on a passé la question sur le plan scientifique, on s'est trouvé complètement dépassé par la puissance et la vitesse d'innovation scientifique et technique de ces grandes entreprises et de leurs scientifiques. Donc ce n'est pas sur ce plan-là qu'il faut se battre. Sur lequel alors? Sur le plan politique. Ouais. Quelle est l'organisation? Comment organiser une production décente agricole, etc. Comment éviter que tout l'argent aille à un petit nombre d'agriculteurs qui sont des gros agriculteurs du bassin parisien, lesquels bénéficient d'absolument toutes les dérogations possibles et imaginables. On le voit bien avec le glyphosate, on l'a vu par exemple aussi avec l'autorisation d'utiliser des camions de 40 tonnes, si vous voulez, qui défoncent complètement les routes, sous prétexte que, évidemment, ça va permettre des économies pour exporter nos céréales dans le monde entier. Non, mais je veux dire, bon, mais là, franchement, je suis très, très critique vis-à-vis de l'INRA. Mais en fait, ça nous emmènerait ça sur un autre terrain qui est celui, je veux dire, que la question qu'il faudrait se poser, c'est à quoi sert la science et la technique? Je veux dire, qui c'est qui contrôle la science et la technique? Je veux dire, on tend à nous faire croire que c'est un développement spontané. Enfin, le développement spontané, je veux bien, mais il y a des gens qui payent derrière pour avoir ce développement spontané. Et c'est l'État, si vous voulez. Et la plupart de mes collègues continuent à se contenter du fait que l'État défend l'intérêt général, donc l'État les finance, donc ils défendent l'intérêt général en travaillant au progrès. Voilà. En gros, c'est la mentalité de mes chers collègues. Surtout, ne pas poser de questions. Et mener sa petite vie tranquille. Hein, avec le bout du compte, c'est qu'en fait, on est vraiment dans une situation où la micro-rationalité à l'échelle du laboratoire, à l'échelle du microscope, à l'échelle de ce que vous pouvez imaginer, conduit à une irrationalité d'ensemble. En Amérique du Sud, il y a un endroit où, autour de champs de maïs, ils font pousser je ne sais plus quelle plante, qui va attirer ces insectes-là et qui vont rester collés parce qu'il y a une certaine pegue. Oui, oui. Et les insectes vont rester collés sur ces bourgeons à un certain moment. Ils ne vont pas attaquer le maïs. Oui, ça fait partie des techniques qui ont été aussi utilisées en Afrique. Alors, sur le maïs, vous cultivez, vous ceinturez le plant de maïs, le champ de maïs, avec de l'herbe à éléphant. Bon, le nom savant, c'est Pennisetum purpureum. Pennisetum purpureum a l'avantage, c'est qu'il attire la pyrale, qui est une chenille qui vit sur le maïs. Pennisetum purpureum attire la pyrale du maïs. La pyrale du maïs va pondre sur Pennisetum purpureum, et là, les larves vont se développer, mais les larves sont tuées par, une bonne partie des larves sont contrôlées, sont tuées par un mucilage que produit cette herbe à éléphant. Donc vous contrôlez en partie l'infestation grâce à Pennisetum. Et l'autre avantage, c'est que vous cultivez aussi en même temps que, pour aider, vous cultivez en même temps que le maïs, vous mettez en place Desmodium. C'est une plante qui s'appelle Desmodium. Et Desmodium a l'intérêt, c'est qu'elle repousse aussi la pyrale. Vous cultivez, c'est une légumineuse donc qui apporte de l'azote au maïs, si vous voulez, et en même temps, elle a cet avantage, c'est qu'elle repousse la pyrale qui va pondre sur les bordures de Pennisetum. Donc, mais ce que je veux dire, c'est que le problème de toutes ces techniques, c'est qu'elles exigent du travail, de l'intelligence, qu'elles ne sont pas simples, qu'il faut avoir des observateurs très fins, si vous voulez. Mais non, dans le système de mentalité capitaliste dans lequel on est, si vous voulez, c'est vraiment un système de cow-boy. Je vois quelque chose qui bouge, je dégaine et je tire. Je ne réfléchis pas. Oui. Est-ce que ce n'est pas une façon d'éradiquer aussi la pyrale, par exemple? Vous n'allez pas l'éradiquer, hein. Il va en survivre. Il y a une bonne partie. Vous la contrôlez. Si vous voulez, c'est l'idée de contrôle, c'est l'idée que vous allez limiter les dégâts, l'idée qu'il faut partager
le monde avec tous les êtres vivants qui sont là. Chacun a droit à sa part. Il faut mieux éviter que se faire tout bouffer. Mais donc, il faut que chacun ait de quoi manger. Et que les chauves-souris et leurs moustiques. Voilà, les chauves-souris, tout le monde. Ce qui est frappant dans l'histoire de l'antonome du coton, si vous voulez, c'est que les agronomes américains, avant l'utilisation de produits chimiques radicaux, de cyanure, de je ne sais pas quoi, de potassium, avaient mis au point une gamme absolument incroyable de méthodes de lutte qui permettaient de contrôler l'antonome du coton. Bon, après la pression économique, le fulmi-coton, qui était faire la pression de la guerre, si vous voulez, a fait que tout ça, ça a volé en éclats. Plus personne ne s'est occupé de méthodes de lutte écologiques. Hein. Après, on est rentré à fond la caisse dans les méthodes chimiques. Et on n'en est pas sorti. En même temps, toutes ces méthodes, on voit bien que quand on les laisse, quand on continue à les utiliser, qu'on laisse les choses un peu libres et se développer, elles fonctionnent. C'est-à-dire qu'il y a un équilibre de biodiversité qui se fait. Exactement. Et les uns les autres interagissent de façon positive. Exactement, mais si vous voulez, je vois les agriculteurs en maraîchage bio, là, ceux que je connais, bon, ce sont des gens qui travaillent de façon extrêmement subtile sur les rotations, sur les variétés, sur l'irrigation, sur voilà. Ça leur demande beaucoup d'efforts, mais en même temps, nous, ce qu'on peut percevoir, c'est que ça fonctionne. On peut aussi les encourager, se dire que quand ils produisent comme ça, on peut aller chez eux. Oui, oui. Et au fur et à mesure, ça s'entraîne. Il y en a sur le marché. À côté de Monsanto, c'est petit, mais on peut y aller, quoi, Oui. en local. Il y en a hein, sur le marché, il y a au moins deux, il y en a trois. Mais... Il y en a aussi qui ne sont pas déclarés bio, mais qui sont bio. Voilà. J'en connais un, Valcro par exemple, et pour pas payer. Et oui, la redevance. Mais c'est du bio. Oui, oui, oui. Après, le problème aussi, c'est la taille des parcelles. C'est-à-dire que pour faire du maraîchage bio, il ne faut pas avoir des parcelles immenses. Mais et le problème, c'est que les terres agricoles, elles sont accaparées par des consortiums maintenant qui ne cherchent que de prendre du rendement. Oui, on est à faire, c'est un système véritablement qui est en place, si vous voulez, et qui a sa propre dynamique, et celle que vous expliquez, la dynamique de taille, la dynamique... Là, on est sur le politique. Oui. C'est-à-dire agir sur le politique Oui, par rapport à la terre. Voilà, essayer de... Oui, parce que toujours sur le plan politique, j'ai un copain qui est agriculteur, qui est devenu agriculteur bio, et qui m'expliquait qu'effectivement, il y a quand même un moindre rendement avec l'agriculture bio. Simplement, il y a moins d'intrants. Mais ce qu'il me disait aussi, c'est que ce moindre rendement était compensé par effectivement le prix, c'est-à-dire c'est plus cher. Mais ça fait quelques années là que le prix du bio stagne. Et il y a eu une conférence gesticulée de Mathieu Dalmé, qui est ingénieur agronome qui a bifurqué il y a pas mal de temps et qui travaille pour la Confédération paysanne. Et il expliquait si la Confédération paysanne défend entre autres la sécurité sociale alimentaire, c'est pour je dirais, augmenter la demande de bio qui stagne. Et donc, qui fait que les agriculteurs ont de moins en moins la possibilité. C'est de moins en moins facile de se convertir au bio. Et si on est dans le traditionnel, on est de toute façon, enfin une bonne partie, s'il y a autant de suicides d'agriculteurs, c'est bien parce qu'ils sont dans un système financier qui les étouffe. Oui, oui, oui. Oui, je voulais en fait parler de la politique, parce qu'on entend souvent actuellement, là on est au summum de l'UBS, puisqu'on essaie de nous faire croire qu'il y aurait une possibilité comment dirais-je, de tout mêler, enfin pas de tout mêler, de trouver une moyenne, c'est-à-dire d'essayer de faire en sorte que tous les points de vue puissent s'entendre, hein, c'est le centre, le fameux centre, hein, c'est-à-dire qu'on pourrait sur des projets s'entendre. Ah, il se trouve que je
fréquente aussi des paysans de la Confédération paysanne, des personnes qui sont à Nature et Progrès, etc. Et c'est deux métiers différents. Il se trouve que dans mon village, hein, j'ai la viticulture industrielle, et puis j'ai des viticulteurs qui produisent du vin avec leurs mains, avec très peu de moyens, hein, parce que c'est le but, hein, c'est d'essayer d'utiliser le moins de produits, pas de produits du tout, le moins de gasoil possible, le moins de tracteurs, etc. Et donc c'est deux métiers différents. Ce n'est pas du tout compatible. C'est ou l'un ou l'autre. Il n'y a pas la possibilité de... Alors il y a l'atelier paysan qui a fait un remarquable livre qui s'appelle Reprendre la terre aux machines, Oui. qui montre qu'avec 200 000 paysans, on ne peut pas se passer de pétrole, de pesticides et de tracteurs. Ce n'est pas possible. Donc du coup, il faut un retour à la terre. Il faut qu'on soit beaucoup plus nombreux. Eux, ils disent au minimum 1 million de personnes qui puissent, alors on pourrait s'organiser de cette manière. Et après, il y a des solutions. Les solutions, c'est notamment la sécurité sociale de l'alimentation, c'est-à-dire on donne des moyens aux personnes de pouvoir aller manger et s'acheter du bio, du Nature et Progrès, etc., avec comme pour les soins. C'est-à-dire donc il existe des outils. Sauf que c'est freiné. Alors là, on a vu un reportage, hein, parce qu'il se trouve qu'à Pertuis, il y a une convention, il est en train de mettre en place une convention citoyenne sur l'alimentaire. Et donc du coup, on a la possibilité de se former. Et donc c'est le CIVAM. Alors le CIVAM, c'est une association qui essaie de réunir des paysans et qui essaie de faire des formations auprès des paysans. Et il y a un film qui tourne qui s'appelle La part des autres, je crois, où on voit des personnes qui n'ont pas les moyens de manger bio, comme on dit, parce que c'est cher, qui se nourrissent mal, et de l'autre côté, les paysans qui produisent et qui n'arrivent pas à vivre de leur métier. Donc là, on voit qu'il y a un problème, et le problème, c'est le fameux sablier, c'est-à-dire qu'il existe en France que uniquement 3 ou 4 centrales d'achat. Et ce sont eux qui gèrent tout, et donc on est obligé de passer par eux. Donc vous voyez, c'est toute une organisation, tout un tas de règles qui nous imposent en fait cette manière de faire. Et je voudrais aborder un dernier point, c'est ce qu'on appelle quand on fait des dons alimentaires, là, c'est les banques alimentaires. Donc que ce soit le Resto U, etc. Vous les connaissez tous. Hein. Ces banques alimentaires s'alimentent auprès des agro-industries, de l'agro-industrie. En fait, l'agro-industrie défiscalise des milliards pour pouvoir nourrir. Donc, et ces milliards-là, ils pourraient très bien servir à payer des paysans pour qu'ils nourrissent la population de manière correcte. Donc ça, il faut vraiment le dénoncer. Hein. Alors je dénonce pas les gens qui sont Restos du Cœur et qui font ce qu'ils peuvent pour nourrir la population, mais qu'il faut qu'ils soient au courant que ce système-là alimente l'agro-industrie. Hein. Donc par exemple, j'ai un ami qui travaille sur Pertuis au Resto du Cœur, et 2 ou 3 fois par semaine, il va à Cavaillon s'alimenter sur les produits qui sont de l'agro-industrie, et en échange, il signe un papier comme quoi il a bien pris des produits, et en échange, l'agro-industriel défiscalise. Hein, et ça, c'est des milliards et des milliards en moins pour la population, pour se nourrir correctement. Donc on est organisé comme ça. Non, mais tout est organisé, en effet, pour subventionner les gens qui polluent le plus, et pour ne pas aider ceux qui travaillent correctement. Comme pour les produits d'entretien. Hein. C'est pareil. Alors qu'avec du bicarbonate, du voilà. noir et du savon Du vinaigre. en paillettes, on fait quasiment toute la maison. Hein. Oui, Linge et tout. Hein. Oui. Pareil. Deux petites interrogations, enfin remarques. Premièrement, moi je remarque une chose, c'est que j'essaie d'acheter bio pour ce qui est des fruits et légumes, j'essaie bien sûr. Et ce que j'ai remarqué, c'est que les tomates bio, elles n'avaient pas de goût. Alors elles étaient moins formatées que les tomates, on va dire, industrielles, façon de parler, mais elles n'avaient pas de goût. Les tomates de mon beau-frère, qui lui a son potager et il met le fumier de cheval, elles ont du goût. Parce qu'on a Moi, modifié les tomates de mon enfance, avaient du goût. Là, les tomates bio n'ont pas de goût. Ouais. Donc c'est une première remarque. Deuxièmement, alors par contre, j'arrive pas à comprendre. Les punaises de lit sont revenues. On lui dit, mais oui, elles sont revenues parce qu'on a interdit le DTT, il y a un certain temps, quand même, d'accord. Mais pourquoi, comment, dans chaque logement français, il n'y avait pas quand même du DTT? Alors pourquoi les punaises de lit sont revenues dans les logements des Français? Alors DTT, c'est dans la nature, enfin, répandu malheureusement dans la nature. Et pourquoi? J'arrive pas à faire le lien. Pourquoi entre l'intégration du DTT et le retour des punaises de lit? Enfin, vous allez m'éclairer sans doute. Non, j'avoue que là, je ne connais pas. Je vais te dire. Ah ben voilà, c'est la Non, réponse. si la réponse est mieux. Sur Aix, il y a eu un lieu où il y avait des punaises de lit. La mairie n'a rien fait. Hein, il y a eu les résidences des facultés, complètement infestées par les punaises de lit. J'en ai averti la mairie. Hein, ils n'ont rien fait. Hein, conclusion, ça s'est répandu dans la ZUP et ailleurs. Ah, c'est chez moi, c'est plus la ZUP. Hein? Ils sont venus
dans mon quartier depuis la ZUP. Il y en a. Ah oui. Il y en a. Ah oui. Oui, ben, les gens, si tu veux, qui n'arrêtaient pas de se faire piquer, hein, parce que c'est infernal les punaises de lit, hein, et bien ils ont déménagé. Ils Ah ont oui. amené les punaises avec. Hein, et je vais te dire que quand on a vidé un logement qui était totalement infesté de punaises de lit, où j'ai demandé au service de la municipalité qu'il y ait une benne pour ça et pour ne pas, et que le personnel soit averti, etc., ils ont dit oui, mais elle n'est jamais arrivée. Hein, il y a, bon, bientôt on dira ville d'Ar, ville d'eau et ville de punaises de lit. Oui, mais c'est un problème national à Paris aussi, la punaise de lit, Ben etc. oui. Mais quel est le Parce lien que entre si le tu DTT réagis pas et les tout de punaises de lit? suite, C'est ça qui tu racontes. si tu Mais il n'y a réagis peut-être pas pas tout de suite, peut-être pas de lien, parce que le ça DDT monte en est cerveau. interdit depuis 1980, je crois. Oui, c'est ça. Et depuis très longtemps, le DDT, on a fini par l'interdire. Donc, en principe, il n'est pas utilisé. Donc, les punaises, les punaises, elles vont, elles viennent. On n'utilise pas de DDT dessus, on utilise d'autres produits. Mais pourquoi on nous dit qu'elles sont revenues depuis l'interdiction du DTT? On nous dit ça. Ah, ça, c'est peut-être la propagande de l'industrie chimique. Ça, c'est un autre problème. Mais C'est un autre si problème. tu réagis pas tout de suite, ça pompe plus de 200 œufs. Ah oui, oui, oui. Hein, ça se multiplie. Ah oui. Hein, mais Non, non, il faut réagir très vite. Non, le DDT est un produit extraordinairement efficace, il ne faut quand même pas oublier de le dire. Mais bon, là aussi, je pense qu'on peut peut-être, disons, nuancer, à savoir que quand les... Oh, pardon. Oui. À savoir que lorsqu'on a commencé l'utilisation initiale du DDT par les militaires américains pour éliminer les moustiques des différentes îles au fur et à mesure qu'ils progressaient vers le Japon, faisait que les soldats étaient exposés pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois au DDT. Ça n'avait pas une importance considérable sur la santé. Par contre, là où c'est devenu très dangereux, c'est quand on a commencé à utiliser le DDT absolument partout, dans les étables, à l'intérieur des maisons, sur les cultures et tout ça. C'est-à-dire que là, on est passé d'une exposition ponctuelle de la population à une population de soldats à une exposition chronique. Et là, c'est devenu très dangereux. Le Flytox, c'est le DTT? Oui, Flytox, oui, c'est ça. Donc si vous voulez, il faut faire une différence là. Peut-être que pour des usages militaires, comme je viens de le dire, c'était justifié, si vous voulez, s'il fallait garder les troupes en bonne santé pour capables de se battre, peut-être qu'il fallait utiliser le DDT, on n'allait pas commencer à mégoter là-dessus. Sachant que la situation a complètement changé lorsque, après la guerre, on avait ces usines de DDT qui avaient fonctionné plein pot pour l'armée. Qu'est-ce que vous voulez, une fois que le capital est investi, il faut qu'il produise des profits. Donc on a commencé à balancer le DDT partout. Voilà. Sur les effets délétères de l'agriculture industrielle, en Amérique du Sud, c'est quelque chose qui est assez tragique, hein, puisque tous les endroits où on produit notamment du soja OGM avec utilisation massive de pesticides, il y a des problèmes de santé énormes pour des maladies, des cancers, des anomalies, des problèmes de santé qui sont massifs. Oui, oui. Il me semble qu'en France, les départements où les agriculteurs, beaucoup d'agriculteurs tombent malades, sont les départements où la Confédération paysanne progresse le plus. Donc, soutenons la Confédération paysanne, Oui. qui fait un appel aux dons là, en ce moment. Oui. Voilà. Et par rapport au Mercosur dont on parlait récemment, j'ai envie de dire que le Brésil se flattait d'être le premier importateur, producteur peut-être, importateur de la
insecticides, pesticides, le Brésil. Oui, c'est pas le Brésil, hein, c'est les fermes multinationales qui sont installées au Brésil, voilà. Mais le Brésil, il est pour rien, le pauvre vieux. Si vous voulez, c'est les multinationales qui sont installées au Brésil. L'histoire de la façon dont Monsanto a littéralement subverti la loi brésilienne. Normalement, il était interdit de cultiver des OGM au Brésil. Et qu'est-ce qu'a fait Monsanto? Monsanto a importé des graines OGM de soja au Brésil, en tout cas a laissé les agriculteurs brésiliens, les gros agriculteurs brésiliens, importer des graines de soja transgéniques pour qu'ils puissent les cultiver. Et au bout d'un moment, le pauvre gouvernement brésilien a été mis devant le fait accompli. Tous les gros agriculteurs, si vous voulez, ont utilisé des soja transgéniques parce que ça correspond à leurs besoins. J'avais visité à l'époque, moi c'était dans les années 80, j'avais visité au Brésil, c'était au Mato Grosso, une exploitation agricole, enfin bon, appeler ça une exploitation agricole, j'en sais rien. Enfin bon, il devait y avoir une centaine de tracteurs articulés de 300 chevaux chacun, vous savez, ces trucs comme ça, au milieu de nulle part, hein, c'est au milieu de la pampa, donc d'immenses toiles de tente, si vous voulez, qui servaient à abriter la récolte, pour parvenir là, oui, d'immenses salles, d'endroits où stocker les engrais et tout ça. Bon, l'exploitation, elle faisait quand même 10 000 ou 12 000 hectares à base d'ouvriers. Bon, c'est sûr que ces gens-là, si vous voulez, vous leur parlez de faire de la petite agriculture, ils vous rionnez. Enfin, Tu pourrais nous dire maintenant un peu des trucs. Pardon? Comment ça pourrait être super bien quand on prendra le pouvoir Écoutez, déjà on est... Bon, il y a Assad qui est parti. Bon, il y en a d'autres hein, qu'il ne faudrait pas... Dans l'agriculture. Non. Bah, moi, je pense, si vous voulez, que enfin bon... Je suis très critique vis-à-vis de mes collègues scientifiques. Enfin, je pense que, malheureusement... ils n'ont pas compris que la science est une institution absolument fondamentale du système capitaliste. Si vous n'avez pas la science et l'innovation, le truc s'arrête et puis c'est bon, il se casse la figure. Donc il faut sans arrêt alimenter la machine, aller plus loin, etc. Les scientifiques, ils servent à ça. Mais évidemment, ils sont prisonniers de leur idéologie. Non, c'est très bien ce qui se passe à l'échelle moléculaire. Là, on va regarder de tout près tout ça. L'idée que qu'il puisse y avoir une vision d'ensemble à avoir, non. Quelque part, ils ont raison aussi, si vous voulez. Si il fallait se préoccuper du monde entier alors qu'on est en train d'étudier une petite bestiole dans son laboratoire, bon, on n'y arriverait pas, quoi. Enfin, ça n'empêche pas que de temps en temps, il pourrait se poser des questions. Mais bon, oui. Je vous dis, les débats que j'ai eus avec des collègues généticiens à propos de la sélection, comme je vous disais, sur le fait que ce qu'ils racontaient depuis un siècle ne tenait pas la route, et ne tenaient pas la route de leur propre aveu. C'est-à-dire que j'ai des textes de généticiens tout à fait célèbres, des lumières, si vous voulez, de la génétique, qui disent la même chose que ce que je dis, mais sans en tirer la conclusion. C'est quand même, il faut quand même avoir un sacré degré de cécité, si vous voulez, pour faire la même analyse de la technique de l'isolement que celle que je fais, et éviter de conclure ce qui est l'évidence qui devrait suivre. Il y a une capacité d'illusionnement qui est littéralement absolue. J'ai un texte, si vous voulez, on m'a refusé un article, et pour une fois, ils ont eu l'honnêteté d'essayer d'expliquer pourquoi ils le refusaient. C'était la raison qui était invoquée était ahurissante.
C'est-à-dire qu'il me disait que même si j'avais raison sur la technique de l'isolement, ben j'avais tort quand même. C'est écrit noir sur blanc. Hein. Oui, bon, moi, une autre chose, c'est il me disait, qu'est-ce que c'est? Attendez. Oui, non, c'est ça. Personne ne remettait en cause le point central des techniques de sélection, c'est-à-dire la technique de l'isolement. Personne ne remettait ça en cause. Par contre, donc j'aurais dit, ça fait maintenant, c'est un siècle, ça fait aucun des rapporteurs, vous savez, ça se passe avec des rapporteurs qui sont chargés de dire si ça vaut le coup d'être publié ou pas. Bon, aucun des rapporteurs ne remettait en cause le fait de l'affirmation que c'était la technique de l'isolement. Aucun. Mais il n'empêche que dans la deuxième partie, il me disait, mais oui, mais malgré tout, des découvertes récentes semblent montrer que, c'est-à-dire qu'ils étaient en train d'expliquer comment des découvertes récentes remettaient en cause un fait établi depuis plus d'un siècle, et qu'eux-mêmes ne contestaient pas. Qu'est-ce que vous voulez y faire? Voilà, bon, c'est pour vous dire le degré d'aveuglement, mais c'est dommage que je n'ai pas le texte là, mais c'est littéralement ahurissant. Moi, je leur ai dit, mais écoutez, là, personne ne remet en cause ce que je raconte, là, et vous êtes en train de m'expliquer que des découvertes récentes vont modifier un fait établi depuis plus d'un siècle. Expliquez-moi les mystères de la génétique. Une science vraiment mystérieuse. Hein. Bon, ils n'ont pas répondu. Donc voilà, il y a une capacité, si vous voulez, de négationnisme, je dirais, de la part des scientifiques par rapport, lorsqu'ils sont confrontés à des choses qui sont contraires à leurs croyances, ils sont en réalité exactement comme nous sommes tous. Vous savez, il y a une phrase de Marcel Proust qui dit, attendez que je me souvienne exactement, qui dit, oui, ça, les faits ne pénètrent pas le monde où vivent nos croyances. Rappelez-vous cette phrase parce qu'elle est vraie dans tout le spectre politique, économique, social, scientifique. Les faits ne pénètrent pas le monde où vivent nos croyances. On remercie le conférencier. Merci.